Bon, donc je me présente, je m'appelle donc Michael Meyer, je suis maître de conférence à l'université, je suis rattaché au laboratoire ISEA et je vais donc vous présenter les projets les résultats du projet Mecaflog. Donc c'était de modéliser le comportement sédimentaire de particules minérales pour comprendre et prédire le transport le long des bassins versants. Bon, c'était un petit peu ça et en fait le long aussi des rivières. Alors dans ce projet, on était plusieurs organismes impliqués, disons plusieurs partenaires. Donc les gens qui ont travaillé vraiment sur ce projet, c'est Farid Julio de l'IRD, Cyril Métayer, un collègue de l'UNC aussi au laboratoire ISEA. On a eu 2 stagiaires aussi dans ce projet, Sambrit Tileya et Lucas Joyot. Le projet devait durer 2 ans, mais avec les petits soucis qu'on a eu de Covid, il a duré 3 ans. On a pu l'étendre. Il s'est bien sûr attaché au projet Continuum. Il y avait plusieurs structures qui étaient rattachées donc, à ce projet, bien sûr l'UNC, l'IRD, et puis je mets l'IFREMER. Alors l'IFREMER n'était pas directement dans le projet, mais comme on a eu beaucoup de discussions avec Hugues Le Monnier pour le projet, j'ai laissé le logo de l'IFREMER. Voilà. Ensuite, alors, dans l'origine du projet, nous on avait déjà sur un premier projet qui était petit bassin pour le fonctionnement des petits bassins versants, qui était un projet CNRT, qui était donc dirigé par Dominique Cluzel et auquel était impliqué Michel Henbach. On avait montré en fait que quand on avait des dispersions de goethite, que vous voyez ici, en fait, quand on changeait le pH de ces dispersions de goethite, on pouvait voir que pour certains pH, on avait une sédimentation qui était assez rapide, et puis au contraire, quand c'était des goethites qui n'étaient pas purs, qui étaient mélangés avec d'autres produits, on avait cet effet du pH qui était beaucoup moins marqué. Donc on est parti du principe que l'effet de sédimentation et de flocculation était intimement lié aux interactions entre particules. Alors, c'est pour ça qu'on s'est un peu lancé dans ce projet. Donc l'objectif et de l'origine du projet, c'est donc une meilleure compréhension des mécanismes contrôlant la séparation des matières en suspension. D'accord ? Donc, quels sont les mécanismes qui vont pouvoir agir ? L'amélioration de l'efficacité des bassins versants sans minier, l'efficacité de la décantation en fait dans les bassins de décantation qu'on trouve sur mine, hein, et puis aussi des informations spécifiques. Donc j'écrivais de nouveaux procédés de dépollution. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ces nouveaux procédés? Alors dans le transfert à société, j'ai remis un petit peu les mêmes choses. Donc ce qui est évident, l'amélioration de l'efficacité de la décantation sur les bassins sur mine, ça c'est quelque chose qui est déjà réfléchi et qui a un transfert direct auprès de la société parce que c'est une problématique sur mine qui est extrêmement importante. Les nouveaux procédés de dépollution de rivières, je dirais que ça c'est un petit peu après. Par contre, je remettais cette phrase, la meilleure compréhension des mécanismes de séparation et aussi la meilleure compréhension en fait, du dépôt des particules. On voit bien, on a beaucoup de particules minérales qui se déposent aux embouchures et ces phénomènes-là, ils sont extrêmement liés à la salinité du milieu, à un certain nombre de paramètres qu'on a et aussi de comprendre peut-être dans le futur les panaches qui peuvent se déposer dans les estuaires. Et puis, quelque chose de très important, l'utilisation des flocculants. Pareil, c'est un petit peu associé à l'utilisation donc, de la flocculation dans les bassins de décantation. Et l'utilisation des flocculants et maintenant l'utilisation de bioflocculants, parce que c'est ça qui intéresse de plus en plus les mineurs et les industriels, de pouvoir utiliser des flocculants biosourcés qui ne vont pas être dangereux pour l'environnement. Alors, notre approche, ça a été donc d'abord de réaliser des campagnes de terrain pour aller chercher des échantillons naturels. Ensuite, de caractériser finement ces échantillons. Ensuite, de faire des mesures au laboratoire. On a fait des mesures optiques, d'accord, des mesures de vitesse de sédimentation. Et puis ensuite, on a un peu commencé, mais c'est juste une approche de voir quels sont les modèles qui peuvent décrire les phénomènes de sédimentation. Alors, dans les compétences, moi je suis plutôt compétent en physico-chimie des suspensions. Donc, on a eu l'aide, heureusement, de Farid Julio, qui est minéralogiste, et donc caractérise des surfaces et des minéraux. Et puis mon collègue Cyril Métayer, qui est spécialiste des techniques de diffusion d'optique et puis de simulation numérique. Alors, nos terrains d'études, en fait, ce sont bien sûr les rivières. On est allé donc échantillonner dans les rivières. On a vu, effectivement, on pouvait prendre des échantillons de MES et on a pris particulièrement des échantillons de sédiments donc, qui avaient sédimenté au milieu des rivières, en particulier les rivières qui sont assez souvent rouges. On est allé aussi chercher des sols un peu particuliers en fonction de leur minéralogie parce que
on intègre le fait que effectivement, la minéralogie peut changer la nature des phénomènes de sédimentation. Donc on a été chercher un échantillon sur POUM, PMSI, donc qui est plutôt un échantillon siliceux, un échantillon Thiers comme Thiers-Bagui, et puis on a été plusieurs fois prélevés sur la rivière Coco, au massif Cognambo, et puis un vertisol qu'on a pris à Point-Goutte. Voilà. Alors les techniques d'analyse que nous avons utilisées sont la microscopie électronique. En fait, ça nous permet une microscopie électronique d'abord à transmission qui nous permet d'avoir des images à l'échelle nanométrique, des toutes petites particules très fines, et d'y associer donc une analyse chimique par spectroscopie de dispersion d'énergie, et puis aussi la microscopie à balayage qui là nous permet d'avoir des images qui sont plutôt à l'échelle micrométrique avec une cartographie élémentaire. On s'est intéressé, évidemment, on a utilisé la granulométrie laser qui là nous permet plutôt d'avoir les tailles d'agrégats. D'accord ? Donc là, on a une image en fait de distribution en taille qui sont calculées par granulométrie laser. On a fait 2 réplicas à chaque fois pour vérifier la taille des agrégats qui se forment. Et puis, on a monté une expérience au laboratoire ISEA. Là, vous voyez le laser qui est ici. Voilà, qui va passer là et qui va rentrer dans le petit dans l'échantillon qui est sur la gauche, ici, qu'on représente en plus grand. Et le faisceau laser, une fois être passé dans l'échantillon, l'intensité laser va être récupérée par une photodiode. Et du coup, cette expérience en fait, d'absorption laser, elle nous permet, quand l'échantillon n'a pas encore sédimenté, le faisceau laser va traverser l'échantillon. Quand il n'a pas encore sédimenté, eh bien, l'intensité est faible. Et une intensité faible correspond à une forte absorbance, puisque l'absorbance, c'est 1 moins donc l'intensité, la transmission de l'échantillon. Au contraire, quand l'échantillon a sédimenté, en fait, on voit que le faisceau laser va traverser la partie que vous voyez ici, qui est très claire. Et donc, à ce moment-là, l'intensité est très forte et ça correspond à une faible absorbance. Donc voilà, l'absorbance, comme on le connaît d'ailleurs bien, l'absorbance, elle est proportionnelle à la concentration en matière en suspension dans l'échantillon. Alors, pour terminer un petit peu sur les connaissances générales, pour faire un petit rappel sur les principes de sédimentation et de flocculation, quand on a des particules qui sont nanométriques, qui sont dispersées dans de l'eau, souvent les particules minérales ont des charges en surface des particules, et ces charges en surface, elles se repoussent. Alors, il y a un potentiel qui s'appelle DLVO, c'est le nom des chercheurs qui l'ont trouvé, avec une partie qui s'attire, mais aussi une partie qui se repousse très fort, avec des répulsions électrostatiques très fortes, parce que les particules donc, minérales sont chargées. Si on veut agréger les particules et les faire sédimenter, alors il faut soit modifier la salinité, augmenter la salinité qui va écranter ces particules, et puis créer des flocs, des agrégats qui, eux, vont sédimenter avec une vitesse qui a été définie par la loi de Stokes. Si cette sédimentation ne se fait pas automatiquement, cette agrégation, cette flocculation ne se fait pas automatiquement, on peut rajouter des flocculants qui sont des grands polymères, en général de grands polymères organiques, qui vont agréger les particules très rapidement et créer des tailles de particules très grandes. En général, les toutes petites particules colloïdales, elles ne vont pas sédimenter toutes seules, elles sont soumises à l'agitation brownienne du milieu. Au contraire, les grosses particules, elles vont sédimenter naturellement. Voilà. Et tout ça se fait dans le temps, parce que quand on a une vitesse de sédimentation, il y a d'abord un phénomène de coagulation, agrégation des particules, et puis ensuite un phénomène de sédimentation. Alors, voilà, pour expliquer un petit peu par la suite un peu ce qui nous a intéressés, donc les paramètres sur lesquels on a travaillé, en particulier les effets de salinité du milieu, les effets de nature minérale. Alors, premier constat, quand on est allé sur les échantillons naturels, on a fait les caractérisations de microscopie à balayage. Donc là, c'est au laboratoire P2M, sur le microscope à balayage. Et puis, vous voyez ici, on a observé. Donc là vous voyez peut-être bien quand même l'échelle, parce que sur l'écran, c'était tout petit. Et donc là, on a des particules qui sont très allongées, assez grandes, d'une taille plutôt de l'ordre, quand je dis grand, il faut toujours dire par rapport à croix, donc d'une dizaine de nanomètres. Et puis au contraire, des agrégats avec des particules plus petites. Quand on fait une analyse chimique sur ces échantillons, on voit que on retrouve pas mal d'oxygène, de magnésium, de silicium et de fer. Et donc, on a bien dans nos échantillons, quelque chose qui est assez logique pour les géologues, on retrouve bien des échantillons constitués à la fois de phases de type argile, contenant du magnésium, du silicium, de l'oxygène, et puis au contraire des phases de type ferreuse, donc avec des oxydes de fer notamment.
Alors ça, on l'a fait la même chose. On a fait la même chose, mais pas sur un microscope à balayage. On est allé à Paris, à l'Institut des matériaux de Paris, et on a utilisé un mode de balayage sur un microscope à transmission. En fait, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une petite carte, comme ça, et puis on le voit sur les toutes petites particules, sauf que là, l'échelle n'est plus du tout la même, on n'est plus à 10 microns, on est à 500 nanomètres, et puis on a bien vu la répartition des éléments chimiques, où on voit que les particules allongées qui brillent, parce que c'est une image en champ sombre, elle va donc nous représenter du fer, donc elle est pleine de fer, ce sont souvent des particules de goethite très allongées, et puis d'autres particules ici qui sont des particules de type plutôt argile. Donc on retrouve bien, même à cette petite échelle, ce mélange entre particules fines et particules argileuses. Voilà, on a continué la caractérisation donc avec des images faites ici de microscopie électronique. Et là, sur les échantillons coco, on a compté les particules pour vérifier quelle était la distribution en taille. On a compté 320 particules. C'est un étudiant qui a fait ça dans le cadre de son stage. Il a trouvé ça très bien. Et donc, on a remarqué qu'il y avait effectivement une majorité des échantillons qui étaient de l'ordre de 200 à 300 nanomètres. En revanche, quand on fait ensuite une mesure de granulométrie laser sur la dispersion en particules, ce qu'on retrouve, c'est plutôt des tailles ici qui sont beaucoup plus importantes et qui sont plutôt à l'échelle, on va dire, puisque c'est en nanomètres, de 10 000 nanomètres, c'est-à-dire plutôt à l'échelle micronique. C'est-à-dire qu'on a bien des agrégats qui sont à l'échelle micronique et des particules qui sont plutôt très fines à l'échelle nanométrique, ce qui est assez logique. Et donc, ce qui va sédimenter, ça va bien être des agrégats de particules. Bon, alors, pour les premiers résultats, donc on a fait des premières mesures d'absorption laser. Donc là, c'est sur un échantillon de la rivière Coco, de sédiments. Donc sont représentés l'absorbance, donc qui correspond à la fraction massique de cet échantillon en fonction du temps. Cette courbe-là, c'est l'échantillon dans l'eau, et les autres courbes, ce sont les échantillons qui ont été placés dans des milieux salés, donc à 15 et 35% de sel. Et on voit ici, par exemple, pour 2000 secondes, que la sédimentation a été beaucoup plus rapide pour les échantillons salés que pour les échantillons, dans l'eau claire. Alors, bon, c'est pas étonnant, mais on s'est quand même posé la question à partir de ça, mais qu'est-ce qui va vraiment influencer cette différence? Est-ce que ce sont les effets complètement de sel? Est-ce que ce sont les effets aussi de minéralogie? Quels sont les paramètres qui vont vraiment influencer cette différence de vitesse de sédimentation? Alors, pour ça, on est allé prélever des échantillons un petit peu différents, dont la minéralogie était très différente. Des échantillons, donc, le premier échantillon qu'on a appelé PMSI, qu'on est allé chercher à Poum, et qui est plutôt un échantillon de type quartz. Ici, un échantillon plutôt ferralitique, à Thiebagui, donc avec beaucoup de goethite et d'hématite, des oxydes de fer. Et puis un échantillon de vertisol, voilà. Et l'échantillon de vertisol est constitué de quartz, de feldspath et de particules de type argile. Voilà. On verra aussi, il a une autre spécificité, il a une forte concentration de matière organique, on le verra plus tard. Alors, on a fait les mesures du plan d'absorption optique sur ces échantillons, et on a vu, donc voilà, les mesures d'absorption. En vert, c'est la vitesse de sédimentation. Vous voyez, quand on mesure un certain temps, on a notre vitesse de sédimentation. On voit tout de suite la disparition des particules au cours du temps, à une certaine hauteur du laser. Et donc la courbe verte correspond donc à l'échantillon dans l'eau claire, dans l'eau douce, et les échantillons dans l'eau salée. On voit tout de suite que là aussi, on a un plateau qui apparaît à partir de 2000 secondes, qu'il y a une différence entre l'échantillon à partir de 5 grammes par litre et les échantillons qui sont salés. Et voilà, donc la vitesse de sédimentation, on voit, est d'autant plus rapide que l'échantillon, lui, est salé. On a fait la même chose sur le sol, sur les échantillons PMSI. On voit que là, la différence, elle est un petit peu moins marquée. Surtout le plateau, ici, il est obtenu pour 1000 secondes, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une différence, donc un comportement qui, a priori, est similaire pour les échantillons salés, mais qui est quand même différent pour les échantillons qui sont relativement peu salés. Puis l'effet est relativement moins marqué entre les échantillons salés et moins salés. Alors, il y a une raison à ça. La raison, c'est que quand on fait des granulométries laser, en fait, si on regarde bien les courbes bleues, ce seront les distributions en taille de l'échantillon PMSI, et en orange, les distributions en taille de l'échantillon Thiers. Et puis, bon, comme un petit peu on l'avait vu en microscopie électronique, c'est pas trop étonnant, mais enfin,
On l'a vu aussi en microscopie électronique, pardon, parce que tout à l'heure, c'était pas le même échantillon, bien sûr. Et comme on voit que la distribution en taille de l'échantillon PMSI sont beaucoup plus importantes, montrent des tailles beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, vers plutôt une centaine de micromètres, alors qu'on a une bosse pour l'échantillon, le tiers, qui est plutôt beaucoup plus basse vers le micron. D'accord ? Donc ça veut dire que les particules de PMSI sont des particules qui ont des dimensions plus grandes, donc c'est logique en fait qu'elles sédimentent plus vite et qu'elles soient moins soumises au phénomène de variation de la vitesse de sédimentation en fonction de la salinité du milieu. Voilà. Donc plus elles seront grosses forcément, plus elles iront vite. Et donc il y a une nature importante, une notion importante sur la nature des particules en fonction des conditions du milieu. Alors, pour le vérifier quand même, parce qu'un échantillon naturel, on a beaucoup de paramètres qui pourraient... Tu vois, on a fait des particules de synthèse, c'est-à-dire qu'on a refait des particules de goethite par voie de synthèse, dont on connaît parfaitement l'état de surface. Donc, on a obtenu des bâtonnets de goethite qu'on a pris en photo par microscopie électronique à transmission, ici au P2M. On avait des bâtonnets d'à peu près 0,5 micromètres de diamètre, bâtonnets de goethite. Et puis, on a des grandes plaquettes de 25 microns qui correspondent aux particules de talc. On a fait donc des goethites et du talc, le talc étant constitué, bien sûr, de magnésium, silicium, etc. Alors, là aussi, quand on a fait la différence, on a vu des grosses variations de distribution en taille entre les échantillons de talc et les échantillons de goethite. Et forcément, d'ailleurs, on l'a observé quand on démarre la manip, on faisait notre mesure de granulométrie laser. Et puis on voit tout de suite que quand on a très peu de sel, on a une concentration, une distribution en taille de goethite qui est très très petite, sur les agrégats même formés par les particules de goethite très petites, et puis des distributions en taille pour les particules de talc qui sont bien sûr de plus en plus importantes et qui restent de toute façon beaucoup plus importantes que les particules de goethite. Alors, on a fait aussi des mesures de mesures d'absorption optique, et puis alors, on a représenté ici donc l'absorbance en fonction du temps. Donc le bleu foncé maintenant correspond à l'échantillon dans l'eau douce, et les autres bleus ici correspondent aux échantillons qui ont une concentration de 5 grammes par litre de sel et 10 grammes par litre de sel. Et on voit que pour l'eau douce, on n'a pas de plateau. Au bout de 3 heures, 6 heures, etc., on a toujours les particules qui sont dispersées dans l'eau. Et ça peut durer comme ça assez longtemps. Je pense que ce phénomène, il est similaire aux particules, à l'aspect rougeâtre qu'on voit sur les bassins de décantation, où on a une faible fraction qui reste en suspension très 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 longtemps. Je pense que c'est les goethites, et ça y ressemble bien. Et par contre, quand on commence à saler l'échantillon, on voit tout de suite que l'absorption diminue très rapidement, et on a un plateau obtenu pour 5500 secondes, voilà, après 1h52. Donc le comportement salé et pas salé pour ces particules-là est vraiment complètement différent. Pour les autres, pour les talcs, on a un comportement qui est beaucoup beaucoup moins marqué. On ne retrouve plus ce plateau au bout de qu'on retrouve plus donc cette dispersion qui reste, cet échantillon de goethite qui reste dispersé très longtemps. On a un comportement qui est à peu près similaire entre l'échantillon qui est dans l'eau et les échantillons qui sont salés. Alors, on se souvient, c'est sûrement dû au fait que les particules de talc sont beaucoup plus grosses et donc déjà vont avoir en elles-mêmes une taille leur permettant de sédimenter. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand on fait un mélange, que se passe-t-il quand on mélange 50% de goethite et 50% de talc ? On a refait la même chose avec, ici, un échantillon dans l'eau douce, et puis donc les autres couleurs, c'est la mesure faite pour les échantillons qui sont dans l'eau salée, et on voit que tout de suite, on a, quelle que soit la présence de goethite et la concentration de goethite, là on l'a fait pour 50-50, mais on ne retrouve pas dans cet échantillon la stabilité des goethites. On aurait dû retrouver une absorbance qui aurait dû correspondre aux particules de goethite qui restaient en suspension. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Vous avez tout l'échantillon qui va sédimenter très rapidement, et le comportement donc du mélange correspond plutôt au comportement des particules de talc, et pas du tout donc aux particules de goethite quand elles sont dans l'eau douce. Voilà.
Alors c'est quand même intéressant. Alors quelle est la raison? En fait, la raison, elle est simple, c'est que si on regarde comment sont chargées les particules, vous avez, comment dire, sur chaque particule qui sont dans l'eau, un point qu'on appelle le point de charge de nul en fonction du pH. Pour les particules de goethite, ce point de charge nul est proche de 7, c'est-à-dire qu'en dessous, pour un pH qui est en dessous de la valeur de 7, eh ben, les particules sont chargées négativement. Et je l'ai représenté en rouge là, sur ce schéma. Et puis au-dessus de 7, les particules sont chargées positivement. L'inverse, pour les particules de type de talc, le point de charge nul, il est à 3, c'est-à-dire qu'en dessous de pH 3, les particules sont chargées négativement et au-dessus, elles sont chargées positivement. Alors, nous, on est à ce pH-là. Dans notre dispersion, on était à 6,6. C'est un petit peu le cas dans la nature quand même. On est plutôt des pH qui sont proches de 7. Et puis, donc, ça veut dire que les particules, ça veut dire que les particules chargées négativement et les particules chargées positivement vont quand même pouvoir s'attirer parce qu'on va être relativement plus proche ici du point de charge nul des particules de goethite. D'accord? Donc, en fait, on a des phénomènes d'hétérocoagulation, et ces phénomènes d'hétérocoagulation vont permettre aux particules de s'agréger et donc de former des gros agrégats qui vont sédimenter très vite. Ça veut dire que l'apport de particules en fait, d'argile dans une dispersion de goethite va favoriser à faire sédimenter, agréger l'ensemble très rapidement. Voilà, donc ça c'est ce qu'ont vu d'ailleurs Cornelis et Hall en 2014. Alors on s'est intéressé aussi maintenant à l'effet de la matière organique, parce qu'on a pris donc l'échantillon de vertisol, et cet échantillon de vertisol, en fait, on a refait une mesure dessus, des mesures d'absorption, et on voit que quand on est dans l'eau, vous voyez, c'est dans l'eau pure, ici en NaCl, on voit qu'on a un comportement un peu similaire de cet échantillon vertisol à ce qu'on a vu précédemment. Au contraire, quand on a 5 grammes par litre de sel, on a vu un phénomène un peu particulier. On voyait cette première bosse. Là, pendant un moment, l'échantillon ne sédimente pas. Et ensuite, il a une sédimentation très rapide. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très différent. Et différent des observations qu'on avait pu faire précédemment. Voilà. Et puis, on va retrouver donc un plateau pour, ici, à peu près 1500 secondes. Donc, on s'est demandé quel était l'effet. Puis, on a fait une extraction de matière organique sur cet échantillon. On a utilisé une extraction chimique, une destruction chimique de la matière organique. On a refait la même expérience et on a vu que pour les échantillons qui avaient 5 grammes de sel, on ne retrouvait plus du tout ce phénomène de plateau et puis de chute pour retrouver un plateau après. Au contraire, on avait plutôt quelque chose qui était similaire. On avait une différence qui était moins marquée. Et donc ce comportement très spécifique pour 5 grammes de sel, on ne le retrouvait plus. Ce comportement d'ailleurs qui diminuait quand on avait une concentration de sel plus importante. Et puis donc dans l'eau douce, on a un comportement qui est plus proche de celui qu'on a trouvé dans le cas où il y avait encore de la matière organique sur l'échantillon, c'est-à-dire l'expérience précédente. Alors, d'où viendrait ce phénomène-là? De quelque chose qu'on connaît bien. Quand on a mesuré la quantité de carbone à l'intérieur de l'échantillon, on a trouvé 6,9% pour l'échantillon de vertisol, et pour PMSI et Thiers, on a trouvé plutôt 2 à 1%, 1,6%. Alors c'est quelque chose qui est relativement connu en fait dans les sols. On a des acides humiques, et les acides humiques aussi sont chargés négativement. Les surfaces des particules sont chargées négativement aussi, et les ions, les cations qui sont à l'intérieur des sols vont pouvoir agréger donc ces acides humiques chargés négativement et ces particules chargées positivement. On va avoir des ponts cationiques qui vont se créer, et donc on va pouvoir créer des complexes argilo-humiques. Et donc ce qu'on a vu, a priori, ici, donc si on fait une hypothèse pour interpréter un petit peu ce qui a pu se passer, c'est que quand on met du sel, on va justement casser ces complexes argilo-humiques. Alors, et puis, de ce qui se passe ici, quand on a du sel, on va casser ces complexes argilo-humiques. On va avoir donc une séparation de la matière organique d'un côté et une séparation des particules minérales d'un autre côté. Et puis ensuite, ces particules organiques et minérales vont se réagréger pour sédimenter. Donc il y a un mécanisme très spécifique qui se passe, a priori, où on a fracture donc, de ces complexes argilo-humiques. Et puis par contre, quand on est dans l'eau claire,
quand on est dans l'eau douce, eh ben les complexes alimentaires humiques sont suffisamment gros pour sédimenter tout seuls. Donc finalement, ils ont un comportement assez classique de particules qui sédimentent toutes seules. Voilà, donc en fait, c'est une hypothèse qui avait plus ou moins déjà été décrite et qui montre que l'influence de la matière organique est très forte en fait, pour les mécanismes de sédimentation et en particulier les mécanismes d'agrégation, flocculation. Voilà. Alors, en conclusion de ces travaux, on a vu donc que les matières en suspension sont constituées de particules minérales très fines et qui vont se regrouper en agrégats pour pouvoir floculer, mais il y a bien des particules à l'échelle nanométrique. Les mécanismes de sédimentation, ils dépendent fortement de la salinité du milieu. Ça, c'est un paramètre qui est très important. Les mélanges de particules d'argile et d'oxyde de fer, ils vont sédimenter un petit peu à la même vitesse que les particules d'argile toutes seules. Une fois, les particules de goethite vont plutôt avoir tendance à s'associer aux particules d'argile. Et la présence de matière organique est très importante pour comprendre les mécanismes de sédimentation. Alors, les perspectives de ce travail, eh ben, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est parce qu'on a émis une hypothèse, on l'avait vu, mais on aimerait bien caractériser justement cette destruction du complexe entre les particules, ouais, c'est allé trop vite, entre ce complexe argilo-humique, et de pouvoir vérifier quelles sont les liaisons, quels sont les ponts qui sont vraiment créés. Ensuite, de tester les mélanges des matières en suspension. Il y a peut-être d'autres phases minérales qui sont intéressantes à caractériser pour voir comment ces mélanges vont se comporter et se comporter sur leur mécanisme de sédimentation. Confronter ces résultats à l'utilisation de floculants et de biofloculants, alors c'est un petit peu ce qu'on fait déjà, puisque je travaille aussi dans le projet Boréal, où on va essayer de tester l'efficacité d'un floculant biosourcé à partir d'échantillons sur mine, et de voir si ces biofloculants qui n'ont pas forcément été créés pour nos sols et nos échantillons sont importants. Mais bon, évidemment que la connaissance de ce projet va complètement s'articuler avec le projet Boréal. Et puis de poursuivre les simulations. Alors ce que vous avez vu, c'est une simulation qui a été faite par Cyril Métayer. On a utilisé un code qui a été développé par Rue, Son et Xiao. Voilà, en fait, ils ont utilisé de la CFD-DEM. Alors la CFD, c'est de prendre un modèle de dynamique moléculaire, qui est un modèle plutôt de physico-chimie. On regarde les forces entre particules, et un modèle d'éléments finis, où on définit un volume par des éléments finis, un modèle plutôt hydrodynamique, et de coupler ces deux modèles pour associer l'aspect hydrodynamique à l'aspect physico-chimique d'agrégation des particules. Voilà. Alors normalement, je devais utiliser le temps. Je ne sais pas si je peux le relancer, moi je m'en lasse pas. Hein. C'est peut-être bête, mais là, je trouve ça rigolo. Et alors on en a fait plein. Moi je trouve ça génial. Et c'est vrai, hein, il calcule vraiment, il descend, il y a des vraies forces. Hein. Ils sont mis, bon, c'est les premiers tests qu'on a fait. Alors, par contre, pour le transfert à la société de ces informations, moi, je pense qu'elles sont quand même importantes. D'abord, pour l'aspect, ne serait-ce que l'utilisation des floculants. Vous voyez qu'il y a un gros aspect concernant la minéralogie des particules qui ne vont pas réagir de la même façon. Vous avez un aspect sur la présence de matière organique. Donc la matière organique, si vous avez de la matière organique sur vos particules, de mettre des floculants qui doivent normalement s'absorber sur les particules, forcément, on risque peut-être d'avoir des soucis. Alors en général, les floculants, ça marche, hein, on les utilise depuis des années sur mine, mais ces aspects me semblent très importants. Et puis aussi d'autres aspects concernant les mécanismes de floculation, comme je le disais au départ, et puis de mieux comprendre comment peut-être vont recirculer les matières en suspension sur mine, et pourquoi pas imaginer des moyens peut-être un petit peu différent de séparer les particules minérales. Voilà. Donc je voudrais, avant de terminer, remercier les gens qui m'ont aidé pour ce projet, bien sûr mes collègues Farid Julio et Cyril Métayer, et puis les gens avec qui j'ai pu beaucoup discuter pendant sur le projet Continuum, et puis bien sûr les plateaux techniques, le P2M, à qui je suis allé faire, plateau de microscopie, où je suis allé faire pas mal de mesures en microscopie électronique, et les collègues du P2M, et aussi donc l'ISEA et le Fab Lab pour la conception de l'expérimentation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être sur Zoom non plus. Bon, on est sur des sujets très pointus et à la fois avec des applications, on le voit,
directs. En tout cas, voilà, on l'espère qu'ils sont. Donc, ils se poursuivent, hein, comme tu disais, dans le projet Boréal. On peut, qui prend, enfin pas qui prend la suite, mais en tout cas. C'est ça, oui. Ouais. Bonjour, merci. Donc moi c'est Adrien Pelcar du service de l'eau de la province Nord. J'ai vu que un de vos sites d'expérimentation, en tout cas de prélèvement, il s'agit de la Pandanus, donc qui est au pied du Cognambo. Donc c'est effectivement un cric qui coule très rouge très vite dès qu'il pleut. Et vous avez évoqué aussi les perspectives pour vos recherches. Et du coup, ma question, c'est quelle perspective vous pourriez voir de l'application de vos recherches sur un cric tel que celui de la Pandanus? Merci. Alors, je ne sais pas si ça marche ici. Alors, en fait, la Pandanus, on connaît un peu, parce qu'effectivement, les premiers prélèvements que j'avais fait dans le projet Dynamine, c'était sur la Pandanus. Et on était effectivement venu un jour où c'était très rouge. Alors, ce qui était quand même assez curieux, c'est que j'étais tout content de retirer les matières en suspension et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais allé les analyser, j'avais une quantité relativement faible. Donc, je pensais que la rivière étant très rouge, ça allait être complètement chargé de particules. En fait, il y avait une quantité qui était plus faible que ce qu'on pensait. Pourtant, ça se voit, c'est très rouge. Après, je pense que dans la suite des recherches, il faut évidemment traiter en amont et éviter que ça se déverse. Et justement, c'est un petit peu ce à quoi on réfléchit. Enfin, c'est surtout les mineurs qui réfléchissent pour éviter de faire entrer, ces particules rouges dans la rivière. Simplement parce que pour utiliser des flocculants, pour les forcer, alors on pourrait imaginer, de développer des stratégies, mais le problème c'est que pour les éviter à passer et les faire floculer, il faut mettre des produits. Et tout ça, ça nécessite une infrastructure très particulière. Donc une fois qu'on est dans la rivière, c'est compliqué d'instrumenter une rivière avec un bassin de sédimentation en plein milieu. Donc ce serait plutôt en amont qu'il faut agir. Peut-être que je vous réponds pas. Par contre, après, ce qui serait intéressant, c'est de voir jusqu'où elles peuvent aller. Et, voilà. Alors on peut faire des prélèvements, on peut le vérifier, par exemple dans les zones estuaires. Mais est-ce que... je sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà. Et en fait, la difficulté, c'est que on ne va pas instrumenter une rivière qui est un état naturel. Est-ce qu'on peut essayer de développer par contre d'autres moyens avec des échantillons naturels où on aurait des hétérocoagulations, des choses comme ça possibles, mais il faut pouvoir agir. Et on ne va pas pouvoir jeter des argiles dans la rivière, par exemple, parce que ça, évidemment, ce serait contre-productif. Mais donc agir par contre sur les bassins et être plus efficace sur l'utilisation des flocculants, etc., ça, je pense que c'est possible. Je ne sais pas si ça répond. Hello, Christophe Menkes, IRD. Dans la modélisation que tu fais, en fait, je comprends que c'est à très très fine échelle. Donc, tu as un modèle de turbulence océanique, de turbulence fluide, hydrodynamique. Mais alors, parce que ça c'est quand même des échelles très très fines. Comment tu proposes d'aller vers la rivière, si tu veux, qui a des échelles bien plus importantes, notamment en modélisation, c'est plus forcément les mêmes processus, quoi. Alors, c'est bien le problème. C'est pour ça qu'on l'a pas fait et qu'à mon avis, je pense que c'est difficile. On en avait déjà discuté. Pour moi, quand même, il y a une chose qui m'interpelle. En fait, il y avait eu des travaux qui avaient été faits par M. Douillet, je crois, Pascal Douillet, et il mettait des particules avec une certaine taille, il me semble, ou des fluides hydrodynamiques. Et je m'intéresse justement à ce paramètre-là. Parce que ça, effectivement, on ne pourra pas jouer sur les interactions parce qu'à mon avis, elles sont à trop courte échelle. Par contre, peut-être sur la taille des objets, etc. Il y a peut-être des choses peut-être que ce que je dis est idiot, mais voilà, ça me semblait plutôt d'agir un petit peu sur ce qu'on pouvait introduire dans les modèles plutôt à grande échelle. Je ne suis pas spécialiste des modèles à grande échelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Nicolas Louvier, Université de la Nouvelle-Calédonie. Michael, quand tu as vu que tes sédiments qui étaient formés avec les complexes d'acide humique, est-ce que tu as pu mesurer aussi le point de charge zéro dans ces cas-là, qui ont pu être influencés par rapport aux mesures sans les acides humiques? Effectivement, je pense que c'est une question très intéressante. Alors, il y a deux choses. Effectivement, quand on fait de l'absorption,
on va changer énormément le point de charge nul. Donc ça pourrait venir d'ici, de là le problème. Autre chose, quand on crée, à mon avis, est complexe, on crée aussi des gros amas. Donc quand c'est des gros amas, alors à part faire peut-être des mesures de physico-chimie, de pH pour calculer le point de charge nul, on ne peut plus avoir recours aussi aux autres techniques qui sont de la zétamétrie, qui nous aident à déterminer le point de charge nul. Ce qui fait que je pense que voilà, on l'a pas fait. Effectivement, ce serait très intéressant, mais ce serait plus intéressant par exemple, de prendre les acides humiques et de les mettre sur des particules plus petites pour regarder l'influence du décalage du point de charge nul par zétamétrie. Mais bon, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être tenté, au moins en mesure physico-chimique. On a encore le temps pour une dernière question. Linda Guentas de l'UNC ISEA. Donc, je voulais juste savoir, Michael, par rapport à la nature de la matière organique, tu as juste regardé si c'était des acides humiques. Est-ce qu'il y aurait autre chose d'un point de vue biologique qui pourrait... Possible. Alors, j'avoue que c'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, je trouve que voilà, c'est un peu. On a vu ce phénomène, il est assez décrit, donc on s'est basé sur cette description. Mais je pense qu'on pourra aller plus loin dans les interactions de la matière organique avec les particules, avec la nature, des choses, etc. Quand on a observé les particules, j'ai pas eu la sensation, au moins en microscopie, de voir vraiment des organismes vraiment présents. Mais ça vaudrait le coup quand même de caractériser mieux ce qui peut s'absorber en surface des particules. Et c'est pas impossible qu'on les organise. Après, si c'est des cellules, c'est déjà beaucoup plus gros. Donc, ça, voilà, pour certaines particules minérales qui sont dans l'échantillon, une cellule, c'est déjà très gros, en fait. Donc, ça peut être que des molécules organiques, en fait. Oui, non, je pensais plutôt à des polymères. Oui, avec des biopolymères. Oui, mais ça peut tout à fait être ça, tout à fait être des biopolymères. Ok, merci. Il faudrait faire de la RMN et des choses comme ça dessus.